Avant d'aller vivre avec une femme, tu dois savoir ceci. En ce moment même, des milliers d'hommes signent le contrat le plus risqué de leur vie sans en lire une seule clause. Ils appellent à ça l'amour. Tu es sur le point de découvrir la vérité que personne n'a eu le courage de te dire. Et le protocole exact pour ne pas perdre ton identité, ton argent et ton pouvoir personnel durant cette transition. Si tu ignores cela maintenant, tu le paieras cher plus tard. Tu crois que vivre ensemble est le test ultime de l'amour. Que si vous vous aimez vraiment, tout se mettra en place naturellement. Les factures se diviseront d'elles-mêmes, les tâches s'écouleront, l'espace s'organisera par magie. Est-ce vraiment ce que tu crois? Alors tu es en train d'être préparé au plus grand choc de ta vie. Parce que vivre ensemble n'est pas un test de l'amour. C'est un test brutal de compatibilité de valeurs, de maturité émotionnelle et de capacité de négociation stratégique de la part des deux. L'amour est le carburant, mais sans moteur, sans direction, sans carte. Tu resteras bloqué au milieu du désert émotionnel. Et la cruelle vérité, c'est la suivante. La plupart des hommes entrent dans cette fusion de vie comme on entre dans un rêve et se réveillent dans un cauchemar silencieux, fait de ressentiments accumulés, d'autonomie perdue et d'attirance évaporée. Voici la formule du problème. Moins tu planifies avant, plus tu paies après. Plus tu assumes sans négocier, moins tu reçois de respect. Vivre ensemble, sans préqualification et sans accords explicites, c'est transférer le contrôle de ta vie au hasard et espérer que ça marche. Maintenant, fais attention, car je vais nommer exactement ce que tu dois faire. Ce n'est pas de la théorie romantique, c'est de l'ingénierie relationnelle. Premièrement, la préqualification comportementale. Tu dois observer ces schémas de comportement sous stress, par rapport à l'argent, à la famille et aux amis, avant de signer quoi que ce soit. Comment réagit-elle quand un imprévu financier survient? Panique-t-elle? Blâme-t-elle quelqu'un ou cherche-t-elle des solutions? Comment gère-t-elle les critiques constructives? Écoute-t-elle et s'adapte-t-elle ou se referme-t-elle et attaque-t-elle? Tu penses connaître quelqu'un au cours des 6 premiers mois de romance? Tu ne connais pas. Tu connais la version éditée, la version de performance. La vraie version apparaît quand la pression monte, quand l'argent se fait rare, quand la famille exige, quand la fatigue frappe. Si tu ne l'as pas observé dans ces situations réelles avant de vivre ensemble, tu achètes une voiture sans tester le moteur. Deuxièmement, l'accord de cohabitation. Je ne parle pas d'un contrat légal froid. Je parle de s'asseoir et de discuter explicitement des attentes et des limites concernant les finances, les tâches ménagères et le temps personnel. Qui paie quoi? Comment divisez-vous les factures? Moitié-moitié, proportionnellement aux revenus ou un autre modèle? Qui fait quoi à la maison? Qui nettoie? Qui cuisine? Qui s'occupe des formalités administratives? Et le plus important, combien de temps chacun a-t-il pour soi? Pour ses propres hobbies? Pour ses propres amis? Cela semble-t-il mécanique? Cela semble-t-il froid? Tu sais ce qui est vraiment froid? Te réveiller dans 2 ans en ayant le sentiment d'avoir été trompé, exploité, étouffé et de n'avoir aucun accord préalable auquel te référer. La clarté au début est ce qui permet à la chaleur de durer. Troisièmement, le maintien du cadre individuel. Tu dois t'assurer que les deux maintiennent des hobbies, des amis et des espaces personnels distincts. Il continue sa soirée poker hebdomadaire. Elle continue son groupe de lecture. Il a son bureau. Elle a son atelier. Pourquoi? Parce que l'attirance a besoin de polarité. Parce que le respect a besoin d'autonomie. Quand tu abandonnes tout ce qui te définit pour te fondre complètement avec une autre personne, tu ne deviens pas un, tu deviens la moitié. Et la moitié d'un homme n'attire personne. La femme qui t'a poussé à abandonner tes amis et tes hobbies sera la première à perdre son intérêt quand tu te transformeras en un satellite émotionnel tournant autour d'elle. Quatrièmement, le test de stress financier. Simuler des scénarios difficiles. Discuter ouvertement des dettes et des ambitions monétaires. Si l'un de vous perd son emploi, comment ferez-vous? Si une urgence médicale survient, qui paie? Si l'un veut voyager et l'autre veut économiser, comment décidez-vous? L'argent est le langage matériel de la valeur et des priorités. Si vous ne parlez pas la même langue financière, vous vous disputerez en silence tous les jours jusqu'à ce que le silence devienne cri. Cinquièmement, la clause de sortie. Parlez de ce qui se passerait si la relation ne fonctionnait pas avant que cela ne devienne une réalité émotionnellement chargée. Qui reste où? Comment divisez-vous les coûts accumulés? Comment séparez-vous les biens partagés? Cela semble-t-il pessimiste? Cela semble-t-il de la méfiance? Non, c'est de la protection mutuelle. C'est de la maturité.
C'est reconnaître que tout n'est pas contrôlable dans la vie et qu'avoir un plan B n'affaiblit pas le plan A, ça le renforce. Les couples qui parlent de séparation avec lucidité se séparent rarement parce qu'ils démontrent leur capacité à affronter ensemble des vérités difficiles. Sixièmement, le miroir des habitudes. Observe ses habitudes en matière d'organisation, de propreté, d'alimentation et de routine. Visite sa maison. Vois comment elle entretient son environnement. Est-elle organisée ou chaotique? Nettoie-t-elle au fur et à mesure ou accumule-t-elle jusqu'à ne plus pouvoir? Cuisine-t-elle ou commande-t-elle des livraisons tous les jours? Se lève-t-elle tôt ou vit-elle la nuit? Ces détails qui semblent petits deviennent gigantesques lorsque vous partagez le même toit tous les jours. Tu ne changeras personne. Tu n'es pas un thérapeute. Tu n'es pas un père. Tu es un partenaire. Et un partenaire compatible, ça se choisit, ça ne se crée pas. Septièmement, la définition du nôtre versus le mien. Délimite clairement ce qui est partagé et ce qui reste individuel. La chambre est à nous, mais le bureau est à moi. Le salon est à nous, mais l'atelier est à moi. Le compte joint est à nous, mais le compte personnel est à moi. Cela semble-t-il des frontières dures? Oui. Et les frontières sont ce qui permet à deux territoires de coexister sans guerre. Sans ces délimitations, tu te réveilleras un jour et tu réaliseras que tu n'as plus rien qui t'appartienne en propre. Ni espace, ni temps, ni argent. Et quand tu n'as plus rien qui t'est propre, tu n'es plus toi. Tu es un appendice. Laisse-moi te montrer ce qui se passe quand tu ignores tout cela. Raphaël, ingénieur logiciel, 32 ans. Il a vécu avec sa petite amie sans discuter des finances, car il pensait que ce serait étrange, que cela montrerait de la méfiance. Il gagnait plus. Il a naturellement assumé la majeure partie des factures. Il a payé les rénovations de l'appartement. Il a payé les voyages. Elle contribuait peu et il ne s'est jamais plaint, car il ne voulait pas paraître mesquin. 2 ans plus tard, Raphaël avait accumulé des dettes sur sa carte de crédit. Il se sentait exploité, mais ne parvenait pas à le verbaliser, car il n'avait jamais établi d'accord. Et le pire, il a perdu son attirance pour elle. Elle est devenue dépendante, passive, attendant toujours qu'il résolve tout. L'homme qu'elle admirait est devenu le pourvoyeur plein de ressentiment. L'homme pourvoyeur plein de ressentiment n'est pas sexy. Il est utile. Et personne ne désire l'utile. Raphaël est sorti de la relation plus pauvre financièrement et émotionnellement. Gustave, entrepreneur, 38 ans. Il a déménagé dans l'appartement de sa petite amie car il était plus grand, mieux situé. Il n'a pas établi de limite pour son bureau à la maison. Il n'a pas négocié ses sorties avec ses amis. Elle voulait passer du temps ensemble. Il voulait faire plaisir. Il a cédé. La soirée billard avec les amis est devenue une fois par mois. Le bureau est devenu son dépôt de vêtements. Ses réunions étaient interrompues parce qu'elle avait besoin de dire quelque chose. Gustave s'est senti étouffé. Sa productivité a chuté. Ses amitiés se sont affaiblies. Et les disputes ont commencé. Elle se plaignait qu'il était distant. Il se plaignait de ne pas avoir d'espace. Aucun des deux n'avait tort. Les deux récoltaient ce qu'ils n'avaient pas semé. L'absence d'accord clair dès le début. Gustave est sorti de la relation en récupérant son espace, mais en perdant 2 ans de construction professionnelle et d'amitié précieuse. Pierre, avocat, 40 ans. Il a ignoré les signes de désorganisation et d'impulsivité financière de sa petite amie. Elle était affectueuse, amusante, belle. Il a cru que l'amour surmonterait ces différences. Ils ont vécu ensemble. La maison est devenue un chaos. Elle achetait des choses impulsivement. Les factures prenaient du retard. Il se voyait constamment éteindre les incendies causés par elle. Il est devenu son père. Et quand tu deviens le père de ta partenaire, tu tues le désir. Pierre a perdu le respect pour elle, et elle a perdu l'admiration pour lui. La relation s'est terminée dans l'amertume, et il a juré de ne plus jamais ignorer les signes. Tu vois le schéma? Ces hommes n'étaient pas faibles. Ils n'étaient pas stupides. Ils ont commis les mêmes erreurs réactives que la plupart commettent. Première erreur, assumer le rôle de pourvoyeur silencieux. Tu paies la plupart des factures sans discuter. Tu assumes des responsabilités sans négocier. Cela génère une surcharge et du ressentiment. La conséquence est un déséquilibre financier et une perte de respect. Elle ne t'admirera pas pour être le pourvoyeur silencieux. Elle te verra comme le pigeon silencieux. Deuxième erreur, éviter les conversations inconfortables. Tu fuis les discussions sur l'argent, les tâches, les limites pour ne pas gâcher l'ambiance. La conséquence est que les problèmes non résolus s'accumulent et explosent avec une force triplée plus tard. Toute conversation que tu évites aujourd'hui
se transforme en 3 disputes de main. Troisième erreur, abandonner ses hobbies et ses amis. Tu sacrifies ta vie sociale et tes intérêts personnels pour faire plaisir à ta partenaire ou passer plus de temps ensemble. La conséquence est une perte d'identité, une dépendance émotionnelle et une diminution brutale de l'attirance. Tu deviens prévisible, trop disponible, sans vie propre. Et cela tue le désir. Quatrième erreur, ignorer les signaux d'alerte. Tu ignores les signaux d'alerte concernant son caractère, ses habitudes ou ses valeurs avant le déménagement. La conséquence est que les problèmes mineurs deviennent plus importants et plus difficiles à résoudre lorsque vous êtes déjà lié par un contrat de location et des meubles partagés. Cinquième erreur, espérer qu'elle change. Tu crois qu'elle changera ses habitudes ou ses attitudes négatives une fois que vous vivrez ensemble. La conséquence est une frustration continue et des conflits récurrents. Les gens ne changent pas par amour. Ils changent par la douleur ou par décision consciente. Si elle n'a pas changé avant, elle ne changera pas après. Sixième erreur, fusionner les finances immédiatement. Unir tous les comptes et revenus sans stratégie claire. La conséquence est une perte d'autonomie financière et des discussions interminables sur les dépenses. Quand tout ton argent est notre argent, tu n'as plus de pouvoir de négociation, ni de marge d'erreur. Alors, que fais-tu? Maintenant, protocole. Première étape, cartographie tes limites. Liste 5 à 7 choses non négociables dans ta vie. Temps seul, hobby spécifique, espace physique propre, autonomie financière, amitié, carrière. Raison, tu dois définir ton cadre avant toute négociation. Si tu ne sais pas ce qui est non négociable pour toi, tu négocieras tout et perdras tout. Deuxième étape, discute des finances en détail. Aborde les salaires, les dettes, l'épargne, la division des dépenses et les objectifs financiers futurs. Raison, cela aligne les attentes et évite les mauvaises surprises. L'argent est le pouvoir. Celui qui contrôle l'argent contrôle la relation. La conversation doit être équilibrée dès le début. Troisième étape, établis des zones d'autonomie. Définis des espaces physiques et des plages horaires dans ton emploi du temps qui seront exclusivement les tiens. Raison, cela garantit le maintien de l'individualité et réduit la sensation d'étouffement. Tu as besoin d'un endroit où personne ne te dérange. Tu as besoin de temps où personne ne te demande rien. Quatrième étape, crée un tableau des responsabilités. Définis qui fait quoi en termes de tâches ménagères, de courses et d'entretien. Raison, cela évite la surcharge de l'un et le ressentiment de l'autre. Personne n'aime sentir qu'il porte le fardeau seul. Un équilibre explicite prévient la guerre silencieuse. Cinquième étape, discute de la porte de sortie. Parlez ouvertement de ce qui se passerait si la relation prenait fin. Raison, cela réduit l'anxiété et protège les intérêts des deux. Quand tu as un plan B clair, tu es moins désespéré de faire fonctionner le plan A à tout prix. Et paradoxalement, cela renforce le plan A. Sixième étape, observe et enregistre les schémas. Fais attention à la façon dont elle gère le stress, l'argent et la routine avant de vivre ensemble. Raison, cela valide la compatibilité et la maturité émotionnelle. Ne te fie pas seulement à ce qu'elle dit, fais confiance à ce qu'elle fait de manière répétée. Les schémas de comportement sous pression révèlent le caractère. Voici la vérité finale que personne ne veut admettre. Vivre ensemble n'est pas une étape romantique, c'est une fusion d'entreprises. Tu es un associé, elle est une autre associée. Vous unissez des actifs et des passifs. Vous avez besoin d'une due diligence. Vous avez besoin d'un accord d'associés. Vous avez besoin de clauses claires sur les responsabilités, la division des profits et des pertes, la gestion des ressources et un plan de sortie. Et vous avez besoin de cela avant de signer le contrat de location. Si tu fais cela, tu augmentes drastiquement tes chances de construire une cohabitation consciente, équilibrée, respectueuse et durable. Si tu ignores cela, tu deviendras une statistique. Un homme de plus qui a perdu de l'argent, du temps, son identité et son respect parce qu'il a cru que l'amour résolvait tout seul. L'amour ne résout pas. L'amour soutient, mais seulement quand il a une structure, de la clarté et du respect comme fondation. Alors maintenant, tu as un choix binaire. Tu peux continuer à croire à la version romancée de la cohabitation et découvrir de la manière douloureuse pourquoi 50% des unions se terminent. Ou tu peux appliquer ce protocole, avoir des conversations difficiles maintenant, établir des accords clairs et construire quelque chose de solide qui ne s'effondrera pas à la première crise. Ce que tu décides aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain.
Si tu ne fais rien, demain sera pareil qu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui n'est déjà pas bon, tu sais ce qui t'attend. Va dans les commentaires maintenant et dis-moi, lequel de ces points n'as-tu jamais discuté avec ta partenaire? Quel signal d'alerte as-tu ignoré? Et si tu vis déjà ensemble et que tu ressens le poids de ne pas l'avoir fait avant, il n'est jamais trop tard pour entamer la conversation. Mais cela exigera plus de courage maintenant, parce que renégocier est plus difficile que négocier. Mais c'est possible et nécessaire. Tu as 72 heures pour identifier 3 attentes non communiquées que tu as concernant la cohabitation, pour lister 2 ou 3 non négociables pour ta vie personnelle, et pour entamer une conversation initiale avec ta partenaire sur l'un des sujets que j'ai mentionnés ici. Finances, espace personnel, responsabilité, n'importe lequel. 72 heures. Le compte à rebours est lancé. Ton autonomie, ton argent et ton identité dépendent de ce que tu fais maintenant. Pas après, maintenant.